Salut tout le monde, nous voici réunis, mes frères et sœurs, blablabla. Pour une vidéo très spéciale. Et salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième volet de la préséance consacrée à quelques sorties de mai 2016. Et on va parler de 3 films, donc, comme sur le premier volet. Ces 3 films seront, je reconsulte mon anti-sèche, Everybody Wants Some de Richard Linklater, High Rise de Ben Wheatley et Warcraft de Duncan Jones. Et High Rise, en préparant cette préséance, je me suis rendu compte en fait qu'il datait d'avril. Mais j'ai quand même envie de vous en parler, donc fuck it, on est parti. Everybody Wants Some de Richard Linklater, qui raconte en fait les 3 jours d'une équipe de baseball avant la rentrée universitaire aux États-Unis dans les années 80. C'est ce qu'on appelle communément un film de potes. Alors Richard Linklater, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, vraiment. J'en ai parlé plusieurs fois au fil des vidéos sans lui consacrer un truc spécifique. Mais bien entendu, il a fait Boyhood. J'aime beaucoup d'amour tendre sa trilogie des Before Sunset, Before Sunrise, Before Midnight. Et voilà, il a un rapport à la mélancolie, à la nostalgie, au rapport humain en fait, tout simplement, qui sonne très juste et qui est bourré d'empathie. C'est un réalisateur qui s'est fait connaître avec le film Dazed and Confused, qui a révélé notamment Matthew McConaughey, comme dirait notre ami capitaine du Nexus 6. Et en fait, Everybody Wants Some, c'est un petit peu le pendant de Dazed and Confused, mais version université. Dazed and Confused, c'était le lycée, et Everybody Wants Some, donc l'université. Et que dire sinon que Everybody Wants Some est extrêmement raccord avec tout ce qu'a fait Richard Linklater, est extrêmement raccord avec toutes ces thématiques d'auteur, parce que ce mec, c'est un auteur, il a vraiment une vision du monde, il imprime cette vision à quasiment toutes ses œuvres. Bon, il y a quelques œuvres atypiques, un petit peu au milieu, comme A Scanner Darkly, mais globalement, il creuse un filon sans se répéter, vraiment, parce que c'est une histoire humaine, en fait, constamment renouvelée. Soit il trouve des manières renouvelées de raconter, comme avec Boyhood, soit il trouve des mises en situation un petit peu différentes, pour finalement développer cette espèce de sentiment. C'est un feel-good movie. Je suis sorti de Everybody Wants Some, j'étais bien, vraiment. Je suis entré dans ce cocon de bien-être, de moments un petit peu de réalité augmentée, ces moments vraiment où on vit intensément, où tout l'horizon est ouvert. Et c'est tout simplement un film qui m'a fait me sentir très très bien. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille ardemment de le regarder. Souvent, l'argument « ça ne raconte rien », c'est considéré comme un défaut d'un film, c'est une critique. Genre « Paranormal Activity, ça ne raconte rien, il se passe rien ». J'ai pas envie de recommencer ce débat, je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais bref, le fait est que dans un film comme Everybody Wants Some, eh ben, ça ne raconte vraiment rien, enfin en termes d'intrigue en tout cas. Il n'y a pas une intrigue globale qui va guider tout ce qui s'y passe vers un but précis. C'est un film d'errance, un film de moment qui parle de gens qui prennent le temps de découvrir, qui prennent le temps de découvrir à la fois le monde, de découvrir leur père, les relations humaines tout simplement. Et ça fait du bien de prendre ce temps avec eux en fait. Après, quand je dis raconter quelque chose, c'est développer une intrigue bien spécifique, bien sûr. Je parle pas de thématique, parce que ce film a des thématiques. L'accès à l'âge adulte, la découverte, le truc, le machin, donc sur ce plan-là, pas de souci. Et en fait, c'est marrant parce que généralement, quand on parle de cinéastes reconnaissables dans leur style, on parle plutôt de formalistes, de gens qui ont un style visuel très arrêté, qui vont avoir une patte visuelle. Je sais pas, Terry Gilliam avec ses grands angles et cette manière d'aller très près des gens avec des grands angles pour obtenir des déformations, des traits. Des gens comme ça. Et Richard Linklater n'est pas du tout un formaliste. Il n'a pas des espèces de tics de mise en scène très reconnaissables, loin de là. Apparemment, dans une interview, je ne sais plus où j'ai lu ça, Linklater disait que quand les gens voient un film de Kubrick, ils disent « Putain, c'est super fort !» Par contre, quand ils voient un de ses films, à Linklater, ils disent « Ah, moi, j'aurais pu faire ça !» Donc c'est dire à quel point, ça m'a fait marrer, c'est dire à quel point ce mec ne se considère même pas lui-même comme un formaliste. Donc c'est bien la preuve, en fait, que le style, fort heureusement, ne se limite pas au cinéma, à la dimension purement visuelle. Bien sûr, Linklater a insufflé à ses œuvres une certaine esthétique, notamment dans la palette de couleurs, dans les époques qu'il traite et l'esthétique qui est liée à ces époques. Mais surtout, il y a insufflé une écriture particulière, une écriture des dialogues très ciselés entre les personnages. C'est quelque chose qui sonne très juste dans la direction d'acteur. Faudrait que je me renseigne, je ne sais pas si sur ces tournages il laisse beaucoup de place à l'improvisation, mais ça m'étonnerait vraiment pas, justement, qu'il essaie de capter cette vérité des échanges, quitte à se retrouver avec des trucs très surprenants qui soient créés sur le moment de manière très spontanée. Donc Richard Linklater, bravo à toi, j'attends avec impatience ton prochain film, et c'est pas peu dire. Est-ce que c'était une bonne conclusion ça? Nice. Ouh, je commence à avoir les jambes raides. Ouh. High Rise de Ben Wheatley, qui est un film d'anticipation basé sur un roman de 1975 écrit par Ballard, J.G. Ballard, James Graham Ballard pour votre gouverne. C'est un film d'anticipation qui est une allégorie sociale qui parle d'un immense building où
les résidents sont répartis selon leur classe sociale, avec les plus basses classes sociales en bas du building et les plus hautes en haut. Donc c'est un peu le transpersonnage mis à la verticale. Et le truc, c'est que tout était réuni dans ce film pour que ça me plaise. Tout était réuni sur le papier. L'adaptation de Ballard, qui est un auteur que j'affectionne et dont j'ai aimé les autres adaptations cinématographiques, Crash de Cronenberg en tête. L'histoire, tout simplement, qui me plaisait, qui m'intéressait, les choix esthétiques, avec ce côté un petit peu rétro-futuriste, très marqué, avec les acteurs que j'apprécie, enfin bien sûr Hiddleston et Luke Evans, que j'avais pas encore vu dans un rôle vraiment qui lui donnait sa pleine mesure, où il pourrait vraiment s'en donner à cœur joie, et il s'en donne à cœur joie dans ce film. Mais voilà, tout était réuni, vraiment, j'y allais dans les meilleures intentions, en mode « putain, ça va faire du bien ce film ». Et sauf que non, je suis pas du tout entré dedans. Et en fait, c'est très étrange parce que c'est pas que j'ai pas aimé ce film en mode « ah, c'est nul et j'aurais pas fait ça comme ça, et gna 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 ». C'est plus que j'ai eu l'impression que même ce film ne me donnait pas la possibilité d'entrer dedans, tout simplement. Mais non, tu n'entres pas, je n'aime pas tes baskets. Je suis resté complètement en dehors et à aucun moment j'ai eu l'impression d'avoir un point d'accroche qui me permettrait d'adhérer au délire et au parti pris de ce film. En fait, j'en ai parlé plusieurs fois au fil des vidéos, mais dans ce type de film, il y a toujours un équilibre à respecter entre d'une part la symbolique des choses et d'autre part la narration. Si un film essaie d'avoir les deux, il doit constamment garder cet équilibre. On risque de tomber juste dans l'un ou l'autre, perdre tout son fond ou tomber dans une dimension purement abstraite qui n'a plus aucun sens en termes de récit. Et High Rise, j'ai l'impression, tombe à pieds joints de tout son être dans la dimension symbolique, principalement à partir de sa moitié. Au bout d'un moment, ça peut paraître con, mais pendant toute la deuxième partie du film, où tout part complètement en sucette, au bout d'un moment, j'ai envie de dire au personnage, cassez-vous, sortez du bâtiment, partez loin, regardez, allez-y. Ce qu'ils ne font pas. Et juste des trucs comme ça, pourtant c'est assez fondamental. Là, on passe sur le plan purement allégorique, où il n'y a absolument plus une once de récit ou de cohérence de récit. Et ça peut être un propos en soi, mais il faut que ça soit un parti pris dès le départ, et pas que le film change de registre en plein milieu de manière complètement arbitraire. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les ruptures de ton, mais quand le changement de régime est aussi arbitraire, et que quand ça me donne juste l'impression que le film part sur un délire qui l'amuse beaucoup apparemment, mais dans lequel je ne suis pas du tout entraîné, parce que d'un seul coup il y part sans crier gare, c'est compliqué. Et High Rise m'a complètement laissé sur la touche à partir de ce moment. En fait, pour la faire simple, en voyant ce film, j'ai eu l'impression d'être le seul mec sobre à une soirée où tout le monde est bourré. Sincèrement, si je fonctionne en termes de ressenti, ce dont je me souviens par rapport à ce film, c'est d'avoir regardé une sorte d'orgie complètement tarée pendant 2 heures. Et je crois que le film fait moins de 2 heures, mais il m'a paru vraiment long, donc je dirais 2 heures. Donc voilà, c'est un film qui m'a complètement laissé extérieur à lui, ce qui m'emmerdait, parce que quelque part, je sens qu'il y a quand même quelques trucs à se mettre sous la dent, dedans. Donc je crois qu'en fait, d'ici quelques mois, j'essaierai de revoir High Rise à tête reposée sans avoir les attentes que je pouvais avoir, ou justement en ayant l'espèce d'effet inverse. Maintenant que je sais que j'ai pas aimé, peut-être que je vais être beaucoup plus apte à entrer dans le truc parce que je serai vierge de tout a priori. Mais voilà, meilleure conclusion possible. École cahier du cinéma. Et pour finir, Warcraft de Fiston Bowie, Duncan Zoe Haywood Jones. À tes souhaits. Alors j'avais beaucoup aimé les 2 films précédents de Duncan Jones, Moon et Source Code. Surtout Source Code en fait, qui m'avait beaucoup plus mindfucké, qui m'avait plus stimulé on va dire. Et donc là je me suis dit, bon, peut-être qu'on va avoir typiquement affaire au cas de figure du réalisateur un petit peu indé qui pénètre la grande machine en fait, qui est récupérée par le système des studios et qui mine sur une très grosse production qui va complètement lisser toutes ses aspérités et accoucher d'un film, malgré le talent de base d'un film que n'importe qui aurait pu réaliser. Donc j'ai abordé Warcraft avec une relative indifférence, d'autant que je pense que c'est important de mentionner, je ne suis pas gamer, ou alors très très peu, et je n'ai pas joué à World of Warcraft ou Warcraft 3. En fait, j'avais joué à Warcraft il y a très très longtemps, mais quand j'étais au collège, Warcraft 2. Donc celui-là, j'y ai beaucoup joué à l'époque. Mais voilà, ma culture Warcraft, c'est à peu près arrêté à ce moment. Après, j'ai continué à me renseigner un petit peu sur les dernières sorties Warcraft, voir de quoi ils relevaient. Donc je suis familier de l'esthétique, on va dire, mais je suis pas gamer, donc j'avais pas ce regard-là sur le film. C'est compliqué de parler parce que ma voix part en couille aujourd'hui, pour des raisons qui m'échappent totalement. C'est l'altitude? C'est l'altitude, ouais. On est au moins à 30 mètres de hauteur, truc de fou. Donc pour faire clair, cette impression... Cassez-vous les pichons! Oh putain! Je vais me les faire. Merde, c'est pas du tout là. Donc pour faire clair, et cette impression était renforcée par les bandes annonces, j'avais un petit peu de cette perspective, l'impression d'avoir affaire à film d'heroic fantasy lambda numéro 2735, ou que sais-je.
Et en voyant le film, en fait, je peux même pas dire que j'ai aimé ou pas aimé, je peux même pas dire que c'est un meh, parce que les meh, ça désigne des films sur lesquels je suis resté sur ma faim, mais il y a quand même des choses que j'ai aimées dedans. Là, même pas, je suis resté d'une indifférence complète devant. Et pourtant, Dieu sait que j'aime la bonne heroic fantasy, mais là, en fait, tout simplement, le film a le cul entre deux chaises. Il est à la fois lambda et pas lambda, mais à chaque fois, pas forcément pour les bonnes raisons. À la fois, en tant qu'adaptation du matériau de base, ça doit s'adresser aux fans, donc il y a tout cet univers qui est retranscrit, et même si ils essaient de rendre ça accessible au plus grand public en donnant des notions pour qu'on comprenne, ça reste quand même très très spécifique, donc il y a cette sensation d'avoir affaire à un univers qui est un petit peu hermétique. Et à la fois, puisque le film doit s'adresser au grand public, il y a cette nécessité vraiment de rendre le tout le plus simple et accessible possible, donc de lisser au maximum les aspérités, ce qui donne au film son côté lambda qui m'a laissé froid, en fait. Donc, c'est le pire des deux mondes. Je comprends totalement que des fans du jeu, et même des pas fans du jeu, puissent trouver leur compte dedans, mais j'ai ressenti le film à tel point le cul entre deux chaises qu'en tant que spectateur, je me suis retrouvé moi-même le cul entre deux chaises. Après, il y a quand même des trucs qui m'ont plu dans le film, et me concernant, c'est assez rare pour être mentionné, mais putain, des créatures en images de synthèse qui sont enfin crédibles. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les personnages entièrement en images de synthèse. Pour moi, l'exception jusque-là, c'était Gollum dans le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, qui vraiment était la première, et jusque-là quasiment la seule créature en images de synthèse que je trouvais crédible. Mais là, le travail sur les orques, sur la texture des peaux, sur l'animation des traits, sur la lourdeur des corps et la crédibilité des mouvements, j'ai trouvé ça incroyable. Donc vraiment, pour la performance technique, chapeau. Après, c'est assez rigolo parce que paradoxalement, les orques sont tellement bien faits que quand on se retrouve dans le royaume des humains, quand on voit des créatures en image synthèse chez eux, par comparaison, en fait, c'est comme si le monde des humains paraissait plus fake que le monde des orques. Donc, je sais pas si c'était prévu ça. J'ai aussi aimé le fait qu'apparemment dans l'équipe de Warcraft, il y a des gros fans du groupe de métal Mastodon, parce qu'ils ont pris l'acteur principal de Viking et ils l'ont fait l'exacte tronche de Troy Sanders, qui est le bassiste et chanteur de Mastodon. Donc ça m'a fait plaisir, j'ai eu l'impression de voir Troy Sanders jouer dans Warcraft. Et voilà, concernant l'histoire, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce que oui, il y a des incohérences à soulever, mais comme sur X-Men Apocalypse, ça a déjà été soulevé par plein d'autres gens, donc je vais pas rentrer là-dedans, ça a déjà été fait. Et voilà, les schémas de narration sont assez classiques pour ce genre de film. J'aurais aimé quelque chose forcément d'un peu plus aventureux et surprenant pour me sortir de ma torpeur, mais on peut pas espérer l'impossible de ce genre de production, d'autant que le film est censé déboucher sur une franchise, donc ça accentue la nécessité d'avoir un socle vraiment qui soit assez universel, mais le mauvais côté c'est qu'il en devient prévisible. Et dernier truc, la représentation de la magie est quand même sacrément putain de stylée, donc ça méritait d'être dit. Ceci conclut cette après-séance. Je voulais en profiter pour vous conseiller un film qui est sorti beaucoup plus récemment, mais auquel je ne vais pas consacrer un après-séance entier. C'est The Witch, qui est un film fantastique, un sacré bon film fantastique qui privilégie le travail d'ambiance aux effets. C'est assez rare aujourd'hui, donc ça fait super plaisir. Donc si vous avez l'occasion, foncez le voir. Et comme je vous disais au début du premier volet de cette après-séance, il y a un truc dont je voulais vous parler concernant le cinéma, le Pandora à Avignon. Et pour ça, je vais faire appel à deux énergumènes à l'aide du pouvoir du cut. Mon Dieu, mais ça a fonctionné! Messieurs, merci d'être là. Merci à toi. Et en fait, qu'est-ce qu'on va annoncer de beau? Eh bien, on va annoncer le festival Frames, qui aura lieu Absolument. les 3 et 4 septembre à Avignon. Plus précisément avec l'équipe du Pandora, le cinéma Pandora, qui sont hors champ, mais qui ne veulent pas apparaître pour le moment, mais qui finiront par apparaître. Et quand on vous en parlera plus en détail, donc Ils sont ouais. très beaux. Ils sont si beaux, ils sont magnifiques. Ils sont pudiques. Et donc voilà, ça se passera le 3 et 4 septembre, comme disait à l'instant Patrick. Et ça sera un festival dédié donc à la création vidéo, avec une vingtaine Sur d'invités. Internet. Tout à fait. Donc pour l'instant, on ne va pas vous en dire vraiment plus. Bientôt, on vous en dira forcément beaucoup plus en vous révélant la liste des invités. Ce sera magnifique, je sais pas. Et voilà, tout ça pour vous dire que si ça vous intéresse, réservez cette date. Il est possible qu'il y ait des choses absolument wonderful. C'est même sûr, je dirais. C'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en dehors d'une sortie stylée? Rien? Ceci. Ceci. Fuyons. Qu'est-ce qu'on a mon cul?